Ceci est un webinaire sur la théorie des contraintes appliquée à la production, dans lequel je vais, après une brève introduction, présenter la théorie des contraintes dans son ensemble, et puis décrire sa mise en œuvre à travers les 5 étapes du processus d'amélioration de la théorie des contraintes appliquée à la production. Présenter un exemple de mise en œuvre dans le manufacturing aéronautique, et commenter la combinatoire de la théorie des contraintes avec le Lean et le Six Sigma, pour ensuite conclure. Alors, attachez vos ceintures, car ça va prendre 30 minutes, mais j'ai plus de 30 ans d'expérience de ce genre de choses, donc j'ai essayé de le rendre dynamique et punchy avec plein de choses. C'est parti. Donc, je m'appelle Philippe Maris. En fait, chronologiquement, j'ai commencé par tomber amoureux du Lean, comme on l'appelle aujourd'hui, le juste à temps à l'époque. Il y a bien longtemps. Un peu plus tard, j'ai été débauché par Eliyahu Goldratt, l'auteur du livre Le But, et j'ai travaillé avec lui, et en fin de compte, depuis 86, ma vie professionnelle consiste à mélanger la mise en œuvre de la théorie des contraintes et le Lean dans l'industrie. C'est ce que je vais essayer de résumer très brièvement aujourd'hui en 30 minutes. Donc j'ai compté, pour ce que ça vaut, à peu près 280 mises en œuvre de par le monde, dans, je crois, 29 différents pays maintenant. Je suis également l'auteur d'un livre très ennuyeux qui s'appelle Le Management par les contraintes, qui décrit à nouveau les idées de la théorie des contraintes appliquées à la production. Je suis un horrible anglais européen, ça existe, et puis je parle un peu français. Maris Consulting a été fondé il y a 17 ans. On a 12 consultants et un réseau de partenaires. On fait de nombreuses conférences comme celle-ci chaque année, en online depuis la pandémie, mais à l'ancienne aussi. Vous verrez qu'on a une réputation d'être très prolixe dans les vidéos que nous produisons, plus de 300 vidéos sur tous les sujets dont je vais parler aujourd'hui. On a travaillé avec de nombreuses différentes organisations, petites et grandes. Là, on a mis plutôt les logos des plus grandes et plus connues, mais la majorité de nos interventions sont en fin de compte dans des petites et moyennes entreprises ou dans des ETI. Et dès qu'il y a un produit physique dans les parages, que ce soit une fusée, un train, une voiture, ou un sac à main, un avion, mais aussi des hamburgers et plein de choses. Voilà, donc on n'a pas de spécificité en termes de secteur industriel. On travaille beaucoup, par exemple, dans les secteurs de process, que ce soit de l'acier, du papier, du verre, etc. Voilà qui nous sommes. Donc, je vais présenter la théorie des contraintes. Donc le monsieur à droite là qui fume une pipe, c'est Eliyahu Goldratt, le père fondateur de tout ça et l'auteur du livre Le But. Le livre Le But a été un bouleversement dans le monde des livres de gestion, puisque c'est le best-seller mondial d'assez loin, si on accepte de le mettre dans la catégorie des livres de gestion, mais c'est vrai qu'il prend la forme d'un roman. C'est l'histoire de quelqu'un qui sauve son usine. Le héros, c'est un patron d'usine qui doit sauver son usine en quelques semaines, quelques mois. Il y arrive en découvrant la théorie des contraintes et ça se finit bien, tout ça. C'était le premier livre de ce type. Maintenant, il y a plusieurs autres personnes qui ont fait pareil, de faire passer des idées à travers un roman. Mais Eliyahu Goldratt était le premier. Ce livre est encore aujourd'hui, même s'il a été écrit avant Internet, avant plein de choses. Il est toujours d'actualité, toujours très frais, etc. Toujours, pour ceux qui m'écoutent et qui n'auraient pas encore lu Le But, je vous y encourage vivement. Vraiment, c'est un livre qui n'a pas pris une ride et qui est assez fascinant. Alors, s'il fallait résumer la théorie des contraintes en une page, la voici. Ça part de l'idée que le monde a changé par rapport au début de l'ère industrielle, et certaines des pratiques, des manières de faire, de modes de management
sont obsolètes et il faut s'en méfier parce qu'elles sont devenues dangereuses. Prenons l'exemple du budget, l'exercice budgétaire annuel, c'est devenu dangereux. Pourquoi? Parce que les patrons se réunissent en une fois, en 20 fois, selon la société, la taille du groupe, etc. Et puis ils signent un budget annuel en disant voilà comment on va distribuer nos ressources l'année prochaine, voilà les revenus qu'on prévoit, etc. Et en signant ça, pour mériter leur salaire, ils disent avoir distribué le travail équitablement, n'est-ce pas? Il y a 12 personnes à la comptabilité parce que 16 ce serait trop et 10 pas assez. Dans l'atelier A, il y a 42 personnes parce que j'ai fait un calcul et c'est ça qu'il faut. Et d'ailleurs, ils ont 17 machines parce qu'on en a racheté une parce qu'ils en avaient 16, mais ça correspond aux besoins, etc. Bref, tout le monde a juste les moyens qu'il faut pour faire face à le travail à faire. Et bien, la théorie des contraintes dit que ça, c'est devenu impossible, que ça ne marche plus. Le monde bouge trop vite, la visibilité est trop faible. Et on n'arrive pas à faire ça. Il y a quelqu'un dans le système qui a tiré la courte paille. C'est la contrainte du système. Elle a moins de capacité que les autres. Et c'est elle qui va déterminer la performance de l'ensemble de l'organisation. Et c'est ça la théorie des contraintes. Une heure perdue sur cette ressource goulot, c'est une heure perdue pour l'ensemble de l'usine. Et tout aussi difficile à admettre et à faire entrer dans les réflexes, c'est que pour toutes les autres ressources, qui sont donc par définition non goulot, avec un excédent de capacité, il faut qu'ils apprennent à arrêter de produire et on ne doit pas chercher à les utiliser tout le temps parce qu'elles ont un excédent de capacité, sinon on se retrouve avec les bêtises qu'il y a dans les cuves sur la droite de la page. On remplit son usine d'encours qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils ne passent pas à travers le goulot. Voilà. Donc il y a, une fois qu'on a en pratique la théorie des contraintes, des règles duales en fait, qui sont presque les inverses entre goulot et non goulot. C'est ça la théorie des contraintes. Dans son ensemble, nous allons parler aujourd'hui de ce qui est dans l'encadré rouge, qui est la théorie des contraintes en production. C'est là où est née la théorie des contraintes, c'est l'histoire du but, etc. Mais depuis, ça s'est développé beaucoup dans le management de projet avec l'approche chaîne critique. Quasi la moitié de l'activité de Maris Consulting, par exemple, sont dans des projets de chaîne critique. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a aussi tout un travail sur la supply chain avec des tampons de protection dynamique, etc. Une variante récente, plus récente, le Demand Driven MRP ou DDMRP. Les impacts sur le marketing et les ventes, les impacts sur les décisions financières, le throughput accounting, excusez-moi, personne n'a trouvé la traduction de ça. La théorie des contraintes dans les services, vous avez vu qu'on a fait ça par exemple dans la restauration rapide, ce genre de choses. Et ça, ce pavé, j'appelle ça la théorie des contraintes. En ce qui me concerne, mais je suis un des rares à le faire, je mets de côté ensuite un autre pavé sous l'intitulé Pensée logique, qui sont également des idées d'Eli Yahoo Goldratt, mais dans lesquelles on ne trouve plus les contraintes. C'est pour ça que je l'appelle pas la théorie des contraintes. Il avait une passion qui était to teach the world to think. Comment est-ce qu'on pourrait être plus logique dans ses raisonnements, dans ses prises de décision, etc. Donc il y a tout ce pavé-là aussi, qui est tout à fait important, dont je parle un tout petit peu aujourd'hui. Qui existe, mais on n'y trouve plus les contraintes. Donc c'est du goldratisme à mon avis, mais peut-être pas de la théorie des contraintes. Mais voilà, c'est une question de mots et de vocabulaire. Voilà. Donc nous allons maintenant présenter les 5 étapes de l'amélioration continue de la théorie des contraintes, the 5 focusing steps en anglais, ou encore The Process of Ongoing Improvement, ça a plein de noms. C'est la tactique de mise en œuvre de la théorie des contraintes en 5 étapes, que je vais reprendre point par point dans cette section du webinaire. Donc on trouve la contrainte, on l'utilise au mieux, on gère les non-goulots autour de cette contrainte, on élève éventuellement la contrainte jusqu'à avoir tellement dégouloté que le goulot est passé ailleurs. D'accord ? Donc voilà, prenons les étapes les unes après les autres. La première, identifier la contrainte. Bon, c'est vrai que c'est un des points anxiogènes pour ceux qui vont commencer la théorie des contraintes pour la première fois, parce qu'ils veulent bien sûr trouver la contrainte, sinon ça va paraître un peu ridicule. Comment la trouver ? C'est légitime dans le sens où effectivement une majorité des entreprises, à notre connaissance, se trompent dans leur définition de la contrainte. J'espère qu'avec ces quelques mots, vous allez pouvoir éviter cette erreur-là.
Il ne faut pas croire que l'ordinateur et les chiffres qui sont dedans, vous avez tellement pollué les chiffres à travers vos exercices budgétaires pour montrer que tout le monde a juste la bonne quantité de travail en mettant des TRS, des taux de panne, etc. Donc l'ordinateur ne sait pas où se trouve le boulot, ce serait une erreur de gestion, n'est-ce pas? Donc allez sur le terrain, et comme le veut le logo de l'entreprise Maris Consulting, hein, ces 5 cuves qui montrent le flux à travers l'entreprise, et ben, la mécanique des fluides va montrer où se trouve le boulot. C'est là où il y aura la plus grosse file d'attente, n'est-ce pas? C'est là où le flux ne passe pas, il est coincé. Et donc c'est ça qu'il faut trouver. Et c'est pas si difficile que ça. C'est un peu différent quand on va chercher ça dans des tôles d'acier, chez la sidérurgiste, où c'est un gros tas de choses, ou quand on est dans l'horlogerie fine, où c'est des petits paquets dans des tiroirs d'or. Donc c'est pas tout à fait pareil d'une industrie à une autre, mais le principe est le même. Il faut aller trouver la grosse file d'attente, au moins un quart du délai en général se trouve dans la file d'attente juste avant le boulot. Méfiez-vous, comme le montrent les cuves, c'est qu'on peut avoir aussi beaucoup d'encours dans toutes les étapes avant. Donc on cherche le point de rupture où tout d'un coup, clac, il n'y a plus d'encours, parce que le reste de l'usine est en fin de compte assoiffé, manque de travail et a beaucoup moins d'encours. Voilà. Petite remarque, faites attention si votre goulot est trop beau pour être vrai, si c'est la machine la plus chère de votre organisation, c'est peut-être pas ça. Vous confondez peut-être vos rêves et vos réalités. C'est là où elle devrait être, mais ce n'est pas nécessairement là où elle est. Hein. Vous allez voir ça dans l'exemple qui suit. C'est parfois dans les endroits un peu tordus, et par exemple souvent dans le contrôle qualité, j'y reviendrai dans l'exemple. Je répète, attention, encore beaucoup d'entreprises ont des contraintes de capacité dans leur contrôle qualité. Donc une fois qu'on l'a identifié, on va l'exploiter au mieux. C'est ce qu'on peut faire immédiatement, hein, dans l'heure, dans la journée, en tout cas dans la semaine. Pareil, cette étape c'est là où ça devient assez excitant, en fait, parce que ça va être assez facile et les résultats vont être extraordinaires, littéralement, époustouflants peut-être, puisque typiquement, en tout cas dans notre entreprise, quand on est à ce stade, j'exige que les performances de l'ensemble de l'usine augmentent de 20% quasi immédiatement. D'expérience, c'est ça qu'on peut faire. Et il n'y a pas de magie là-dedans, c'est juste qu'au lieu de se disperser à essayer d'améliorer toutes les performances de toutes les machines, on se concentre sur une machine avec une poignée de personnes, 10 personnes autour, etc. Et tous les moyens sont mis en œuvre pour faire en sorte que celles produisent mieux. Ils sont traités en VIP. Et par exemple, même si nous ne faisons pas ça, mais un exemple juste anecdotique, mais qui peut marquer les esprits. Dans une très grosse usine de General Motors, de Saginaw, des boîtes de vitesse, il y a bien longtemps, il y a 30 ans maintenant, pour marquer les esprits sur l'importance des goulots et des opérateurs des goulots, les meilleures places de l'usine avaient été réservées aux conducteurs aux opérateurs du goulot, plutôt que d'être les places des patrons. C'était ceux du goulot qui avaient les meilleures places de parking, pour rappeler aux gens que c'était l'existence de la contrainte. Mais bon, plus concrètement, c'est quoi? Essayer de faire en sorte qu'on s'organise pour que ça ne s'arrête pas pendant les pauses, que ça ne s'arrête pas pendant les changements de poste, que s'il y a un problème d'absentéisme un matin, on ne se pose pas de questions tout de suite, les gens s'organisent pour que la contrainte produit. C'est cette ressource-là qui a la priorité. Et puis, tout le reste de l'organisation, l'attention managériale en général, mais par exemple le service maintenance, les méthodes et ainsi de suite. Prenons la maintenance. Imaginez que vous êtes en train d'intervenir dans un coin de l'usine, ça fait 6 heures que vous êtes en train de réparer une machine qui est tombée en panne. Dans une demi-heure, vous avez fini, et tout d'un coup, le goulot tombe en panne. Vous laissez tomber vos outils, vous allez au goulot et vous réparez le goulot. Même si, bien sûr, le chef d'équipe de la ressource non goulot va dire: mais reste là, ça va aller. Dans 20 minutes, t'as fini, ne me laisse pas comme ça. Non, puisqu'il y a un excédent de capacité sur cette autre ressource, c'est un non goulot, c'est pas grave si elle perd encore 1, 2, 3, 5 heures de plus. Voilà, c'est ça les particularités de la théorie des contraintes. Donc ça, c'est l'étape 2. Étape 3, subordonnée, c'est de faire en sorte que tout le reste, tous les non-goulots, travaillent seulement en fonction des besoins de la contrainte. Une façon de bien comprendre, c'est de parler de la méthode d'ordonnancement, donc du tambour, tampon, corde, qui est utilisé en présence d'une contrainte. Le tambour, la première chose qu'on fait, c'est de planifier et ordonnancer
la ressource goulot en premier. Donc que ce soit la planification sur le long terme jusqu'à la planification stratégique, d'ailleurs, mais la planification sur le moyen terme et l'ordonnancement au quotidien, OF par OF, tout ça c'est fait en premier, puisque c'est ça qui va déterminer la performance de la société. Une fois qu'on a fait cet ordonnancement du goulot, on va tirer le flux vers le goulot, donc la corde. Puisque j'ai prévu de faire tel ordre de fabrication dans 6 jours, et qu'il y a 3 jours de travail avant, je vais le lancer 3 jours avant pour ne pas engorger l'usine. Okay, mais si je fais ça, je prends le risque qu'il y a une variabilité, une surcharge, un absentéisme ou je ne sais quoi, une panne sur les non-goulots et que mon goulot s'arrête. Donc je protège le goulot avec un tampon, d'où l'intitulé de cette approche d'ordonnancement, tambour, tampon et corde. Quand je fais ça, si je fais comme ça, j'ai ici un maximum de débit, un minimum d'encours et un maximum de robustesse. J'ai pas trop besoin de m'occuper de l'aval du goulot puisqu'ils ont une excellente capacité. Je rajoute juste un autre stop tampon ici qui est en simple français. Je prévois de terminer mes commandes avec un tout petit peu d'avance. Ça dépend de l'industrie. 6 heures d'avance, 3 jours d'avance selon pour éviter que des pannes ou autres variabilités sur les non-goulots en aval du goulot remettre en cause le délai que j'ai promis à mes clients. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on s'assure que tout le monde est synchronisé aux besoins du goulot et ils ne travaillent plus du tout selon leur propre capacité. C'est ça la partie qui est, je dis parfois la plus difficile à comprendre, c'est qu'il y a plus de ressources non goulot que goulot, n'est-ce pas? Et il faut apprendre, c'est un nouveau mode managérial, à avoir d'autres relations avec ses employés manœuvre directe, etc., qui ne sont plus là pour faire tourner la machine tout le temps. Donc allez les voir. Donc là, vous n'avez plus rien à produire parce que le goulot a ce qu'il faut. Qu'est-ce que je peux faire? De la maintenance, de la polyvalence, etc., etc. La quatrième étape, extrêmement facile, puisque là, tout le monde aime bien le faire. Il s'agit de dépenser de l'argent, recruter quelqu'un, etc. Voilà, ça peut parfois être un peu long parce que c'est une machine compliquée qui prend 2 ans à être installée, ou c'est une ressource rare qui va nécessiter 50 formations, ce genre de choses, ou qui est contraint par de la réglementation médicale ou autre. Voilà. S'il n'y a pas de souci particulier. Et si on fait ça, bien sûr, on arrive à la 5e étape où j'ai tellement travaillé sur le goulot initial qu'il n'est plus goulot, je l'ai dégoulotté, le goulot est passé ailleurs, et selon l'approche classique de la théorie des contraintes, je vais reboucler, je vais recommencer. Okay, mon point de vue que je détaille dans mon livre, c'est que c'est peut-être comme ça qu'il faut commencer, mais c'est pas la vie de la théorie des contraintes n'est pas celle-là, à mon avis. Il faut en fin de compte arriver au stade où on se pose la question de quelle est la meilleure ou la moins mauvaise contrainte devant l'organisation. Et une fois que j'en suis arrivé à ça, je vais m'organiser autour de cette contrainte. Je vais essayer d'éviter un dégoulottage successif, une chasse au goulot comme ça. Et je vais me poser en me disant, cette ressource-là, je veux qu'elle soit la contrainte. Et autour, donc, je vais m'organiser pour que toutes les autres ressources aient une excellente capacité et demeurent non goulot. Et selon moi, la meilleure ou la moins mauvaise contrainte, c'est celle qui coûterait le plus d'argent ou le plus de temps à transformer en non-contrainte. Voilà, le sous-titre de mon livre est donc à la recherche du bon déséquilibre. Le cas mis en œuvre est un cas comme vous voyez, de la société Safran. À l'époque SAGEM, aujourd'hui Safran Electronics and Defense, dans la région parisienne. J'ai choisi celui-là, mais parce qu'on ne pouvait pas en montrer plein. Regardez notre chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a des dizaines de témoignages clients vidéo. Vous pouvez aussi regarder une vidéo qu'on a faite pour fêter les 15 ans de la société, dans laquelle on présente 15 différents cas. Donc voilà, juste pour dire qu'il fallait que j'en choisisse un, j'ai choisi celui-ci. Donc l'usine de 400 personnes fabriquait des actionneurs pour faire monter et descendre l'avion, bâbord, tribord, etc. Le truc qui fait bouger les flaps. Et ils étaient en retard, Marignane était furieux, c'était la grosse tension, ils avaient carte blanche pour faire ce qu'il fallait pour résorber le retard, des heures supplémentaires, de acheter de nouvelles machines, de la sous-traitance, etc., etc. Ils avaient fait tout ça, mais le problème perdurait, ça faisait des années que c'était comme ça, 3 ans. Et chaque fois, il disait que ça allait bientôt se résorber en regardant SAP qui ne cessait de dire que dans 2-3 mois la charge aurait été résorbée, mais il y avait un phénomène de chasse-neige en fait dans leur GPAO
Et c'était pas vrai. Ça fait 3 ans qu'ils disaient, vous allez voir, ça va bientôt se terminer. Et ce n'était pas le cas. Ils pensaient qu'ils avaient, selon les personnes, 5, 6, 7, 8 ressources critiques goulot dans l'usine. C'est pour ça qu'ils étaient en retard. Il y avait des encours partout, des cycles de 9 mois pour fabriquer ces petites choses. C'était un peu la folie. On rentre dans l'atelier et quasi immédiatement on voit qu'il y a une grosse pile d'encours devant le contrôle qualité, n'est-ce pas? Sur 1000 ordres de fabrication, 370 étaient en attente du contrôle qualité. C'est là la porte, là derrière. Tout ça, c'est des bacs avec des petits trucs dedans. Hein. On est dans l'aéronautique. C'est-à-dire que chacun de ces bacs a au moins, entre 50, ils ont 50 000 euros dans chaque bac peut-être. Je sais pas. En tout cas, il y avait des dizaines de milliers d'euros dans l'usine. Et là, il y en a 30%. Et ce contrôle était le contrôle des pièces qui avaient été usinées dans la partie usinage avant les lignes d'assemblage, n'est-ce pas? Et voilà, c'était le boulot. Et donc il fallait appliquer l'étape 2, c'est ce qu'on a fait, augmenter le débit. Donc comment est-ce qu'on a fait? C'est un petit exemple anecdotique, mais c'est si souvent comme ça. Je répète, on dit que ces gens-là, ils étaient 14, il me semble, sur 400, sont les VIP. De quoi avez-vous besoin pour produire plus? Ils disaient, on perd du temps à aller à la photocopieuse pour faire les photocopies de nos documents pour la documentation qualité. Parce que la nôtre elle est tombée en panne il y a 3 mois et on doit emprunter celle de la comptabilité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la machine de la comptabilité, on l'a installée au contrôle, on a donné à la comptabilité la photocopieuse cassée. Et ce genre de choses et plein d'autres comme ça ont permis d'être de plus en plus efficaces au niveau du contrôle. On s'est débarrassé des contrôles qui étaient redondants, obsolètes, phénomène de millefeuilles, d'anciens contrôles. On a développé le contrôle sur machine, on a délocalisé ou demandé à certains sous-traitants de refaire les contrôles eux-mêmes. On a fait tout ce genre de choses. Et on a réduit l'encours dans l'usine parce que vraiment c'était la folie. 9 mois d'encours. En utilisant une règle de Maris Consulting, une petite astuce qui plaît beaucoup et qui est utilisée dans 80% de nos interventions. Là où il y a trop d'encours ou beaucoup trop d'encours, la règle 2 pour 1, c'est je n'ai pas le droit de lancer un nouvel ordre de fabrication avant d'en avoir terminé 2. Regardez les vidéos à ce sujet. Okay, donc on a arrêté de noyer l'usine dans des encours. Voici le résultat. Donc avant, après, en quelques mois, on vous redécouvrez le contrôle qualité qui était caché derrière les encours. Le débit de l'usine dans son ensemble, 400 personnes, a augmenté de 30% en 2 semaines. Le nombre de pièces en retard a rapidement été résorbé complètement. Et de ce fait, la productivité mesurée par SAP en temps alloué sur temps passé a augmenté de 55% à travers l'usine. Le lead time est passé de 9 mois à 2,8 mois, mais ça a pris une année entière avant d'arriver à ça. Maintenant, ils sont à moins d'1 mois en moyenne. Ils ont certains flux qui sont à 48 heures, plus pour vous donner une idée, en partant de 9 mois. Ils ont gagné cette année-là le award de la meilleure performance du groupe. Ils ont gagné le prix du meilleur fournisseur de Airbus, qui était un de leurs clients, etc., etc., etc. Voilà pour décrire la combinaison de la théorie des contraintes, le Lean et le Six Sigma. Je m'excuse au nom des consultants parce que c'est la faute beaucoup aux consultants qu'on met tout ça, qu'on crée des tensions entre ces différentes approches. J'essaie de ne pas être comme ça. On peut parfaitement, si on est ouvert à ça, créer une belle synergie entre des outils comme la théorie des contraintes et le Lean en particulier, mais aussi du Six Sigma. La théorie des contraintes peut aider à déterminer où agir, vous venez de le voir à travers les 5 étapes. Et puis après, en fin de compte, la théorie des contraintes, elle n'a pas d'outils d'amélioration, de type SMED, de type plan d'expérience Taguchi, etc., etc. Donc on sort les outils du Lean et on les applique, ou ceux du Six Sigma, et on les applique. Okay. La théorie des contraintes, je n'ai pas vraiment le temps de l'expliquer aujourd'hui, est également très forte, parce que dans sa façon d'aborder les choses, elle cherche toujours qu'est-ce qui m'empêche de vendre plus, n'est-ce pas? Que ce soit dans l'usine, ou que ce soit dans l'offre produit, ou dans le marketing, etc. Et donc ça contribue à pousser les gens à créer du chiffre d'affaires nouveau et de la croissance. Et ça contrecarre très bien donc la démarche Lean qui est plutôt en réduction de gaspillage et donc réduction des coûts. Et si on ne fait que ça, on va se retrouver avec trop d'employés et on va faire du downsizing. Le Lean, le mauvais Lean, un processus de licenciement continu avec des mots japonais.
Pour éviter ça, on peut utiliser la théorie des contraintes pour créer de la croissance, etc. Donc le Lean a fait ce que fait ses preuves est l'outil par excellence pour réduire le niveau des encours, les stocks, les dépenses d'exploitation, les gaspillages, les moudas, etc. J'imagine que vous êtes tous au courant. Le Six Sigma, je pense qu'il est un peu, on en parle peut-être plus assez, quasiment plus. Le vrai Six Sigma, avec des plans d'expérience, méthode Taguchi, etc. Dès qu'on a des procédés un peu complexes, quand même, ça demeure le meilleur outil pour les mettre sous contrôle. Et toute la partie pensée logique que j'ai rapidement évoquée, nous conseillons d'utiliser la partie dite Logical Thinking Process avec le Goal Tree. Le travail de Bill Detmer, pour ceux qui connaissent et qui ont fait des formations. L'idée étant de définir le but de l'entreprise, mais de manière concrète, logique, rigoureuse, etc., pour ensuite transformer ça en plan d'action. En tout cas, c'est ce que nous préconisons. Pour le dire autrement, voici comment on peut combiner ces choses. Je crois qu'il est utile de se rendre compte que ces disputes qu'il puisse y avoir, surtout entre consultants, entre le Lean, c'est bien, la théorie des contraintes, tout ça, c'est parce qu'il est vrai qu'on trouve toujours des bonnes et des mauvaises mises en œuvre de chacun de ces outils, et donc bien sûr le bon Lean il est mieux que le mauvais TOC, et la bonne TOC elle est mieux que le mauvais Lean. Bon, ok, on n'a rien prouvé en disant ça. Donc c'est quoi? Le bon Lean, selon nous, c'est clairement le Toyota Way. Regardez toutes les vidéos qu'on fait, le travail qu'on fait avec Toyota eux-mêmes, Toyota France, l'ex-vice-président de Toyota France qui anime nos formations sur le Lean, etc. Vous savez, j'imagine que 30% maintenant des véhicules produits en France sont produits par Toyota Aona, par exemple, la Yaris, qui a gagné le prix de la voiture de l'année, etc. Voilà, c'est ça le bon Lean. Ça marche en France, la preuve. Et le mauvais Lean, c'est le processus de licenciement continu avec des mots japonais. Bonne et mauvaise stock, la bonne TOC, c'est ce que j'essaye de vous expliquer, excusez-moi, mais ouverte, combinatoire, etc. La mauvaise TOC, c'est la TOC résout tous les problèmes, la TOC est la réponse à votre question. Le bon et le mauvais Six Sigma, le bon Six Sigma, à notre sens, c'est quand même en particulier des plans d'expérience, méthode Taguchi, etc. Je pense aussi qu'il y a des bons outils dans le Six Sigma sur la quantification de la voix du client, qui sont trop peu utilisés. Le mauvais Six Sigma, c'est facile, c'est plein de gens qui se promènent avec des ceintures de couleurs différentes, avec zéro résultat. Voilà, j'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions ?